Je vais juste essayer d'ajuster les tout. Alors d'abord, pourquoi est-ce que ce serait important de réfléchir à ces sujets? Pour moi, bon, la raison pour laquelle je fais une conférence à ces sujets, c'est que depuis un certain temps, disons, il y en a toujours eu un certain intérêt pour les extraterrestres de la part de tout le monde en général. Mais depuis les dernières années, ça augmente beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup plus de choses sur Internet. Il y a 2 ans à peu près, j'ai vu qu'il y a des médiums au Brésil dans le spiritisme qui commencent à incorporer des extraterrestres, des choses dont j'avais déjà entendu parler avant, mais ça se passait vraiment de façon très limitée dans certains centres, pas vraiment à grande échelle, mais en ce moment, il y en a vraiment des extraterrestres qui se communiquent comme dans des conférences et tout. Et quand j'ai vu ça, en tout cas, ça m'a frappée. J'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est sûr qu'il disait des choses qui étaient un peu étranges, des connaissances qu'on n'avait pas nécessairement. Et là, à cette époque-là, j'ai partagé ce que j'avais rencontré avec d'autres personnes, soit dans notre centre spirit ou au Brésil, des gens qui sont dans l'espiritisme aussi. Et parce que bon, je suis pas au Brésil, je voulais savoir c'est-tu quelque chose qui est très répandu, est-ce que c'est fiable et tout, parce qu'on sait bien qu'il peut toujours avoir de la mystification aussi. Et bon, tout le monde a trouvé ça très étrange, puis en tout cas, j'ai reçu tellement des commentaires négatifs qui, malgré que ça me paraissait bien, ça m'intéressait beaucoup, je me suis dit, oh non, tu sais, je peux pas. C'est étant dirigeant du centre, surtout avec le travail dans la médiumnité et tout, je me suis dit, je peux pas me permettre de me laisser envelopper par des choses qui peuvent être des mystifications. J'ai quand même une certaine responsabilité. Alors, j'ai décidé de mettre ça de côté, puis j'ai passé 1 an et demi juste à approfondir l'étude dans l'espiritisme. Mais il y a 6 mois, mais quand la pandémie a commencé, je sais pas, à l'époque, je sentais qu'il manquait en quelque chose à ce que j'étudiais. Et j'ai retombé sur d'autres choses en lien avec ces sujets, puis j'ai décidé de recommencer à suivre les vidéos d'une médium en particulier. Puis, et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur l'espiritisme, sur ces sujets, sur l'Internet. Et en tout cas, là, j'ai monté cette conférence avec plusieurs questions plutôt que des réponses, mais des questions qui sont en ligne avec tout ce que j'ai trouvé à ces sujets et en faisant les rapports avec les spiritismes pour voir est-ce que c'est possible ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur ces sujets. Je ne sais pas c'est quoi votre connaissance à ces niveaux-là. Peut-être que vous avez déjà vu ces mêmes questions. Mais c'est ça. Alors, je vais essayer de répondre les questions qui se présentent et que je me pose aussi avec la littérature spirit. Alors, tout d'abord, est-ce que les extraterrestres auraient une relation quelconque à avoir avec les moments de transition que nous passons? On sait bien que bon, on est dans un moment très critique de l'humanité. Et pourquoi est-ce que soudainement, plus que toujours, il y en a cette présence de ces sujets-là? Hein? Et c'est pas juste dans l'espiritisme, c'est partout, partout, comme ça a toujours été, mais beaucoup plus, et même j'ai découvert que ça a l'air que dans Google, chez Google, les mots les plus recherchés, c'est extraterrestre. Euh, Est-ce que les extraterrestres auraient quelque chose à voir avec l'histoire de la Terre, plus que les observations occasionnelles d'objets volants non identifiés ou des enlèvements de l'ère moderne dont nous avons entendu parler? Alors, ici, photo de l'île de Pâques. Des choses dont on n'a pas trouvé encore une explication garantie à 100%, comme plusieurs monuments sur Terre qui semblent provenir de civilisations qui auraient des connaissances dont nous n'avons pas encore.
Alors, ça serait quoi alors leur relation avec notre histoire, étant donné qu'on voit des choses qui n'ont pas d'explication sur la Terre elle-même? Alors, est-ce qu'on aurait avec eux une relation plus Excuse-moi, intime? Karen, Oui, excuse-moi de t'interrompre. Qu'est-ce que sont les enlèvements de l'ère moderne? mais c'est les abductions. Ça dit rien? Mais Non. les personnes qui sont faites enlever par des extraterrestres, t'as jamais entendu parler? Ah, OK, maintenant, ben, pas vraiment, non, mais je peux OK. comprendre de ce que vous dites. OK, Mais il y a beaucoup, mais certains pays plus que d'autres. Il y en a beaucoup aux États-Unis surtout. Mais dans tous les pays, il y en a des gens qui racontent avoir été enlevés par des extraterrestres. Puis il y en a beaucoup en tout cas, qui se souviennent juste après coup en faisant en thérapie ou des fois en faisant une régression où ils découvrent des choses. Mais il y en a qui ont la vive mémoire de ça. d'accord. Donc, des enlèvements de personnes. Des personnes, OK, oui. je comprends. Merci. Ouais. Alors, est-ce que les extraterrestres auraient une relation plus intime avec nous qu'on ne le pense et dont nous ne sommes pas conscients? Bon, si on regarde d'abord ce qu'a dit Jésus, il dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Alors, de la même façon qu'on vit sur Terre, on pourrait vivre sur plusieurs autres planètes. Et de la même façon qu'il y a de la vie ici, il y aurait de la vie ailleurs. Alors, c'est déjà Jésus qui a dit ça. Si on regarde ce qu'ils disent les esprits, alors, selon les œuvres spirites, ils affirment que tous les orbes ont leur civilisation à différents stades d'évolution. Alors, toutes les planètes seraient des endroits où l'esprit ou l'être humain, sous différentes formes, parce qu'ils disent que c'est une quantité, une variété d'espèces qui, comme à chaque monde, il y a des types d'humains ou d'êtres qui sont différents. Mais sur toutes les planètes, ces esprits auraient l'occasion d'évoluer, de se développer à partir du principe de la création du principe intelligent jusqu'à l'évolution vers Dieu. Alors, ils seraient tous habités. Alors, nous savons déjà, puis je ne vais pas trop explorer dans cette conférence les faits que les extraterrestres existent ou non. C'est parce que c'est déjà, bon, on pourrait peut-être voir ça bon, on va voir de toute façon dans certains textes que je vais montrer, mais les points ici, c'est pas vraiment est-ce qu'il existe ou non, euh, mais plutôt d'autres questions qui se posent par la suite de ça. Par rapport à leur existence, il y a de nombreuses œuvres spirites qui le démontrent, qui l'affirment. Mes questions, c'est surtout, est-ce que qui sont les extraterrestres et comment ils sont? Quelle est leur relation avec nous? Comment ils communiquent avec nous et comment ils agissent sur nous, surtout. Et alors, c'est avec ces questions-là que je suis allée analyser ce qui dit la littérature spirite. D'abord, si on va sur la Genèse, il y a un chapitre, le chapitre 6, si jamais vous voulez aller voir, ça parle vraiment d'autres mondes. C'est très intéressant, tout ce qui est là. J'ai pris juste des petites parties. Alors, ils disent, un désert inimaginable s'étend au-delà des étoiles. Là-bas, dans des conditions variées et différentes de celles de votre planète, des nouveaux mondes se révèlent et se déploient en forme de vie que nos conceptions ne peuvent imaginer, ni vos études prouver. Quiconque vient des régions qui occupent votre système est confronté à d'autres lois en action, dont les forces gouvernent les manifestations de la vie. Et les nouveaux chemins qui se présentent dans ces régions uniques nous ouvrent des perspectives surprenantes. Alors, voyez ici, ça dit déjà qu'il y a des conditions variées et différentes de celles de notre planète. Alors, on peut imaginer, je ne sais pas, nous ici, on a besoin d'oxygène pour vivre. Peut-être qu'il y a des êtres qui ont besoin d'autre chose.
il parle aussi d'autres lois en action. Alors, on peut imaginer, c'est sûr que nous, en regardant d'autres planètes, en cherchant la vie, on cherche des conditions similaires à la nôtre, mais peut-être c'est juste qu'on ne sait pas comment chercher. C'est juste une façon d'échanger notre façon de regarder et qu'on pourrait finalement les trouver. Dans les livres des esprits, il y a aussi plusieurs questions qui portent sur la vie extraterrestre. Alors, dans les chapitres qui parlent de la pluralité des mondes, il demande, tous les globes qui se déplacent dans l'espace sont-ils habités? Oui. Et l'homme terrestre, loin d'être, comme il le suppose, les premiers en intelligence, en bonté et en perfection. Cependant, il y a des hommes qui pensent être des esprits très forts et qui imaginent que les privilèges de contenir des êtres rationnels appartient à ces petits globes. Fierté et vanité. Ils croient que Dieu a créé l'univers uniquement pour eux. Alors, il confirme que c'est tous les globes. La constitution physique des différents globes est-elle la même? Non, en aucun cas, ils se ressemblent. Alors déjà, ils disent c'est vraiment différent malgré qu'il puisse avoir des endroits qui sont similaires. Puisque la constitution physique des mondes n'est pas la même pour tous, les êtres qui les habitent auront-ils des organisations différentes? Sans aucun doute. Tout comme dans les vôtres, les poissons sont faits pour vivre dans l'eau et les oiseaux dans l'air. Alors, c'est très intéressant cet exemple, hein, parce que si on pense pour des oiseaux qui vivent dans l'air, imaginez qu'il y a des êtres qui peuvent vivre dans l'eau, ça serait vraiment quelque chose de très étrange et vice-versa. En comprenant que ces êtres existent et qu'ils sont très différents de nous, est-ce que serait possible qu'ils communiquent avec nous autrement que par contact physique? Parce que disons, nous, on a peut-être toujours attendu qu'ils vont un jour, ils débarquent puis communiquent directement avec nous. Et ça va probablement arriver un jour. Mais avant que ça arrive, est-ce qu'ils communiquent déjà avec nous peut-être d'une autre façon? Et si oui, de quelle façon ils communiquent? Alors, est-ce qu'on pourrait supposer que c'est par la médiumnité? La médiumnité ostensible, alors vraiment à travers un médium qui parle, qui s'identifie clairement comme un extraterrestre, ou sous une autre forme moins déclarée, comme sous forme d'inspiration. Est-ce qu'ils ont une influence quelconque sur la façon qu'on pense, sur ce qu'on reçoit? Par exemple, on peut imaginer tous les films de science-fiction qui existent. Est-ce qu'ils auraient peut-être inspiré les personnes qui les ont faites pour inclure des choses qui ont rapport avec la réalité? Et dans ce sens, on peut imaginer excusez-moi, qui peut avoir une influence tant positive comme négative aussi, parce que comme les êtres humains sont bons et mauvais, les extraterrestres pourraient aussi être bons et mauvais, nous influencer positivement ou négativement. On peut se demander aussi si cette communication avec les habitants de la Terre n'a pas eu lieu depuis toujours. C'est peut-être, là on pense, c'est peut-être quelque chose de nouvel, mais peut-être que ce serait juste plus prononcé actuellement. En tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser. Si on regarde la littérature spirite, déjà en 1858, Kardec faisait référence à l'existence de la vie intelligente dans d'autres mondes habités. Alors, il faisait l'évocation des êtres d'autres mondes. Alors, en le faisant, il a démontré que la communication à travers des médiums serait possible à travers la psychophonie ou la psychographie. Aussi, Chico Xavier, dans les livres Lettres d'une morte, qui a été psychographiée à travers l'esprit de sa mère, Maria João de Deus, elle parle de la vie sur la planète Mars. Alors, elle dit qu'elle a appris qu'il existe des mondes de toutes sortes, des natures diverses, comme l'essence des sentiments des âmes. Ça, c'est très intéressant. On peut penser de la même façon qu'il n'y a pas deux personnes qui sont identiques, il n'y a peut-être pas deux mondes qui sont identiques non plus.
Alors, des mondes des douleurs, des bonheurs, d'apprentissage, des luttes, des régénérations. Toutes ces patries lointaines sur lesquelles vos télescopes se concentrent dans l'immense nuit ne sauraient être vides et abandonnées. Une ville bâtie, riche en monuments et en œuvres, sans habitants et sans vie, ne se comprend pas. C'est intéressant ça aussi. Euh, si on pense tous les travaux de bâtir un monde, depuis son début jusqu'à son évolution, ça serait vraiment dommage que ce soit pour rester vide, sans aucun être qui l'habite. Alors, les planètes qui roulent dans l'infini constituent la famille universelle par excellence. Chacun d'eux détient une humanité sœur de toutes les autres qui vibrent dans l'immensité. Alors, c'est intéressant cette notion de famille universelle aussi. Aujourd'hui, on bataille sur Terre pour qu'on se reconnaisse comme des frères les uns des autres, pour développer la fraternité sur Terre, entre les pays, des fois dans les pays même, entre différents types de personnes. Mais là, si on pense plus large, ça serait important de développer cette fraternité aussi de façon universelle avec des êtres d'autres planètes. Dans les mêmes livres, ils parlent du type physique des habitants de Mars. Alors, ils disent, j'ai vu des hommes plus ou moins semblables à nos frères terrestres, mais leur corps avait des différences considérables. En plus des bras, ils avaient des légères protubérances le long des épaules, comme des ailes, qui leur prodiguaient d'intéressantes facultés volitives. Alors, ils auraient comme des petites ailes pour voler. Elle parle aussi de Saturne. Alors, elle dit, je me suis retrouvée alors sur une surface diversifiée où je semblais marcher sur un tas de masses plus ou moins analogues à de la glace, me sentant enveloppée d'une température singulière. Je vis de très loin, comme une boule de lumière, légèrement bleutée, les soleils. La lumière se répandait à travers toutes choses, mais sa chaleur était moindre, me donnant l'impression de fraîcheur et d'agrément, projetant sur les paysages majestueux que j'ai vus des nuances, des roses pâles et d'un bleu indéfinissable. Puis j'ai vu plusieurs maisons de style gracieux, avec des grandes colonnades artistiquement disposées, décorées d'une substance que je ne connaissais pas, qui changeait de couleur dans de belles nuances au reflet du soleil. Alors, ça serait la planète Saturne. Elle décrit aussi l'effet que les habitants de Saturne ont la capacité de se communiquer de façon médiumnique avec des habitants d'autres planètes. Alors, arrivé à un certain âge, les Saturniens écoutent les esprits, leurs frères des autres sphères du système, existant parmi eux la médiumnité généralisée la plus puissante. Ils sont conscients de ce qui se passe dans d'autres mondes. Et leur type physique, contemplant l'espace bien au-dessus de nous, j'ai vu des grandes masses multicolores que j'ai prises pour des nuages panachés. Et en même temps, j'ai remarqué que des êtres étranges évoluaient dans l'air, dans des mouvements gracieux, bien qu'ils paraissaient bizarres. Ils n'avaient rien de commun avec les types de l'humanité terrestre, mais paraissant extraordinairement laids, avec leur organisation qui ressemblait à des animaux, avec leurs membranes comme des ailes. Si étrangères à moi, qui leur donnaient le pouvoir de voler à volonté. Vous voyez, des êtres qui paraissaient peut-être un peu monstrueux pour nous, mais qui néanmoins pouvaient être quand même des êtres supérieurs à nous, en évolution, en conscience, en éthique. Alors, l'éthique physique ne veut pas vraiment dire qu'est-ce qu'ils ont à leur intérieur et vice-versa. Plusieurs articles de la revue Spirit décrivent également la réalité des vies des extraterrestres. On parle encore de la question des poissons. Si jamais on avait vu un poisson, on ne pourrait pas imaginer des êtres comme ça. Alors pourquoi ne pas admettre qu'il y ait d'autres formes de vie peuvent vivre sur d'autres planètes dans un environnement différent du nôtre? Je mentionne l'effet, bon, à cette époque, ils n'avaient pas encore été sur la Lune, mais ils le voyaient sur des télescopes. Alors, ils disent jusqu'à présent, on n'a pas pu prouver, on n'a pas pu observer que des êtres comme nous vivent sur la Lune, mais peut-être que nous ignorons comment ils pourraient être. Alors, on ne peut pas dire vraiment s'il y a d'autres types de vie ou non. Alors,
ils arrivent à la conclusion que oui, il y a de la vie dans plusieurs mondes. Et ces raisonnements est confirmé par la révélation des esprits, qui disent que tous les mondes sont habités par des êtres qui peuvent être plus ou moins évolués que nous. Et nous savons alors aussi que c'est possible de les contacter et d'obtenir des éclaircissements sur leur état. Ainsi, tout est peuplé dans l'univers, les planètes solides, l'air, les entrailles de la Terre et même les profondeurs éthérées. Alors, c'est très intéressant aussi parce que là, on parle d'extraterrestres, mais il y a aussi les intraterrestres. C'est un thème que je ne vais pas aborder dans cette conférence, mais il y a beaucoup de matériel sur ces sujets aussi qui disent qu'il y aurait de la vie à l'intérieur de la Terre. Il y aurait des peuples qui vivent à l'intérieur de la Terre. Tant des peuples bons comme des peuples mauvais, dans la troisième dimension ou la quatrième, qui ce serait l'équivalent du monde des esprits. Encore dans la revue Spirit, le médium Victorien Sardou a décrit, a dessiné en fait des scènes qui représentent les habitations, les habitants et les scènes de la vie quotidienne de la civilisation des Jupiters. Il était guidé par l'esprit Bernard Palissy, qui aurait vécu en France en 1510 et né en 1510, mort en 1590. Et après sa mort, il est allé vivre à Jupiter. Alors, selon les informations qu'il a passées, à Jupiter, ils se communiquaient par télépathie, mais ils utilisaient également un langage articulé lorsqu'ils étaient en contact avec des êtres d'autres ordres. Alors ici, encore une fois, ça confirme les faits qu'ils peuvent communiquer avec des êtres d'ailleurs. Alors, la clairvoyance chez les peuples de Jupiter serait permanente. Leur état normal serait comparé à celui d'un somnambule lucide, alors avec les facultés médiumniques très développées. Et c'est pourquoi ils peuvent communiquer avec nous plus facilement que les habitants de certains mondes qui seraient plus grossiers, plus matériels que les nôtres. Il y a aussi, là je cite juste quelques-uns, il y en a d'autres, mais Camille Flammarion, qui, on ne l'étudie pas beaucoup, mais on pourrait l'étudier plus. C'était quelqu'un au début du spiritisme qui était très actif dans la recherche des réalités spirituelles. Alors, il écrit différents ouvrages et plusieurs sont en relation avec la vie sur d'autres planètes, comme par exemple Pluralité des mondes habités, Narration de l'infini et Urania. La majorité de ces livres sont disponibles sur Internet si vous faites la recherche. Alors, il parle du système solaire, des planètes, de l'humanité dans l'univers, des habitants d'autres mondes, la cosmogonie des livres saints, ça c'est très intéressant, la constitution intérieure du globe terrestre encore, parlant d'intraterrestres, la vie sur d'autres mondes, aussi confirmant l'existence de la vie sur d'autres planètes, faisant des études sur des mondes de vie supérieures et des formes inconnues sur la Terre, parle aussi des voyages entre les différents univers et différents mondes. En tout cas, il y a beaucoup d'informations à ces sujets. Il y a aussi Emmanuel Swedenborg, qui, lui, était antérieur au spiritisme. Il a vécu entre 1688 et 1772, mais il est reconnu comme un des précurseurs du spiritisme. Puis il a parlé aussi de la vie sur Mars, Vénus, Mercure et surtout Saturne. Dans le spiritisme, l'esprit Ramatis, psychographié par Ercilio Maes, a écrit un livre, La vie sur la planète Mars. Alors, il explique que les Martiens vibrent dans un plan plus énergétique et matériel, quand leur monde serait moins matériel que les nôtres. Puis confirme l'information sur leur apparence physique. Excusez-moi, ici, apparition, ce n'est pas les bons mots, c'est l'apparence. Alors, la même information dans le livre Lettres d'une morte. Alors, on lui demande devant les terriens quelles seraient les impressions des Martiens. Alors, il dit qu'il remarquerait l'absence des protubérances qu'ils ont à l'auteur des omoplates, alors ce qui seraient les petites ailes. Puis, il nous trouverait aussi avec une peau
idées, cribler des signes, des taches. Alors leur peau, ce serait une peau bien plus parfaite que la nôtre. Aussi, ils trouveraient étrange notre manière grotesque de bouger et notre plus grande adhérence au sol. Dans les mêmes livres, on demande à Ramatis quelle est l'apparence des vaisseaux que nous pourrions voir en pensant aux Martiens. Mais il dit ça dépendrait de la planète à laquelle appartiennent les vaisseaux, les soucoupes volantes. Alors, ce qui suggère qu'il y en a des habitants de plus d'une planète qui visitent la Terre. Combien de planètes seraient-elles? On dit aussi que les Martiens, il a dit que les Martiens visitent la Terre depuis longtemps en tant qu'observateurs et qui ne rentrent pas en contact avec les habitants parce que nous ne vivons pas encore en paix. Et aussi parce que les conducteurs spirituels de notre planète considèrent que nous ne sommes pas prêts pour cela. Ça, c'est très intéressant parce qu'il nous fait penser, alors, est-ce que les extraterrestres sont en contact avec les guides spirituels de la Terre qui sont dans la 4e dimension, dans le monde des esprits? Et suivant la même logique, est-ce qu'il serait possible que des extraterrestres non éthiques travaillent avec des esprits de la Terre pas encore touchés par la fraternité, c'est-à-dire les esprits du umbral, du seuil, des esprits des ténèbres dans le fond, des esprits qui veulent comme répandre le mal sur la Terre, qui sont aussi sur la 4e dimension. Alors, on peut se poser la question dans les deux sens. Dans un autre livre, Chronique de l'au-delà, par l'esprit de Umberto de Campos, il y a un chapitre qui décrit une réunion en 1937 à laquelle ont participé des anciens de la Société de Mars, des érudits de Saturne, des scientifiques et des apôtres de Jupiter et d'autres représentants de la vie de notre système solaire. Et quel était le but de cette réunion? C'était de discuter la méthode de mettre en œuvre la paix sur la Terre. Alors, c'est très intéressant de voir ça parce que ça veut dire qu'à notre insu, sans notre conscience, des êtres d'autres planètes discutent sur ce qui se passe sur Terre et comment implémenter des changements. Et bon, à l'époque, ils auraient été tristes de voir qu'on se préparait à la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut supposer que les habitants de ces planètes-là nous regardent toujours, puis ils nous influencent peut-être pour qu'on chemine vers la paix. Et on peut penser aussi qu'il y a des habitants d'autres planètes, même en dehors de notre galaxie, sont peut-être en train de nous observer aussi ou d'interagir avec nous. Un autre livre, Nouveau message, par Frère X, Irma X, c'est le même, c'est Umberto Campos aussi, c'était juste un pseudonyme. Alors, il y a un chapitre qui est consacré à des voyages sur la planète Mars. Là, j'ai mis un lien sur YouTube, je ne vais pas le passer ici parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais ça résume, puis c'est en portugais aussi, mais ça résume un peu qu'est-ce qui s'est passé sur ces voyages. Mais dans le fond, c'est qu'ils sont arrivés sur la planète Mars et ont rencontré des gens et tout. Puis là, ils ont appris qu'ils prient pour nous, ils nous observent, puis ils attendent les jours où on vivrait en paix, en fraternité pour entrer en contact avec nous. Alors, ça confirme ce qu'il dit l'esprit Ramatis. Il y a un autre livre d'Emmanuel, l'esprit Emmanuel, sur les chemins de la lumière, par la médiumnité de Chico Xavier, qui révèle comment des extraterrestres des différents mondes de la constellation du Cocher sont arrivés sur Terre et se sont métissés avec les habitants de la planète, donnant un élan à son évolution. Alors ici, j'ai frisé extraterrestre parce qu'habituellement, on pense plus des esprits d'une autre planète qui a évolué, puis bon, ils n'ont pas accompagné l'évolution, alors ils sont venus sur Terre. Mais rarement, on pense, dans le fond, c'est des extraterrestres parce qu'ils ne sont pas originaires de la Terre. Alors, ces esprits-là seraient venus d'abord comme esprits. Alors, il y a des chapitres qui parlent de ceci. Dans les chapitres qui parlent des races adamiques, il dit « Il y a plusieurs millénaires, l'une des orbes des Capella avait atteint les points culminants de l'un de ces extraordinaires cycles d'évolution. Quelques millions d'esprits rebelles y existaient.
Là, j'ai résumé un peu les phrases. Une action d'assainissement général. Les grandes communautés spirituelles, délibérément, ont localisé ces entités ici sur la terre lointaine, où ils apprendraient à réaliser les grandes conquêtes du cœur et en même temps donneraient un élan au progrès de leurs frères inférieurs. C'est un peu ce qui se passe sur Terre en ce moment. La Terre est en train d'évoluer à une planète de régénération. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans ces processus, les esprits qui ne sont pas prêts à accompagner cette évolution, ils sont exilés vers d'autres planètes qui sont plus arriérées, qui est notre planète à nous, mais où il y a plus de syntonie avec leur façon d'être. Et c'est sur cette planète-là qu'ils vont continuer leur évolution. Et en même temps, ils vont impulsionner l'évolution de ces êtres parce qu'ils ont quand même plus de connaissances que les êtres qui sont dans ces mondes-là. Alors, ça parle de la fixation c'est pas des personnages, excusez-moi encore la traduction, la fixation des critères raciaux. Alors, avec l'aide de ces esprits exilés, en ces temps très reculés, les phalanges du Christ opéraient encore les dernières expériences sur les fluides des renouvellements des vies, perfectionnant les caractéristiques biologiques des races humaines. Avec ces entités, les ascendants des races blanches sont nés dans l'ordre. Alors, dans le fond, ce que ça dit, c'est que la race originale du monde, du globe terrestre, est la race noire. Mais c'est avec la venue de ces esprits-là et les mélanges qu'il y a eu que les races blanches sont nées. Alors, c'est pour ça, là, on pense aux recherches scientifiques qui disent que la vie a eu origine dans l'Afrique, hein, et que la vie est sortie de là-bas. On peut voir qu'il y a quand même une concordance. Alors, si on regarde ici, ça dit, les phalanges du Christ opéraient encore les dernières expériences pour le perfectionnement des caractères biologiques. D'abord, on peut penser quels êtres feraient partie de ces phalanges du Christ. Comme la Terre était encore une planète primitive, ces êtres venaient de l'extérieur de la Terre. Alors, ce seraient des extraterrestres, puisqu'ils n'y sont pas originaires d'ici. Alors, dans le fond, tout être qui vient de l'extérieur de la Terre, y compris les exilés des Capella, peu importe leur niveau d'évolution, est un extraterrestre. Même qu'ils soient arrivés ici avec leur corps physique ou avec leur corps spirituel. Et suivant cette même logique, on peut supposer que Jésus est aussi un extraterrestre, parce qu'il n'est pas originaire de la Terre. Il serait venu ici, selon ce qu'on apprend avec le spiritisme, il serait venu ici, il aurait été envoyé ici. Alors, extraterrestre. Revenant au livre des esprits, certaines questions portent sur la vie extraterrestre et son lien avec la vie sur Terre. Alors, dans la question qui parle de la formation des êtres vivants, où étaient les éléments organiques avant la formation de la Terre? Ils étaient, pour ainsi dire, dans un état fluide dans l'espace, au milieu des esprits, ou sur d'autres planètes, en attendant que la création de la Terre commence, une nouvelle existence sur un nouveau globe. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que là, ici, on parle d'éléments organiques. Hein. Quand on parle des exilés des Capella, on parle toujours des esprits qui sont venus ici, puis qui sont nés dans des corps ici sur Terre. Mais là, ici, on est vraiment en train de parler des éléments organiques qui étaient sur d'autres planètes et qui sont venus sur Terre. Alors, comment est-ce que ces éléments organiques seraient venus? On peut penser que c'est par des astéroïdes, etc., mais il y aurait peut-être d'autres façons aussi. Un autre livre d'André Luis, aussi par la psychographie de Chico Xavier, parle de la manipulation par des agents des créateurs du fluide universel pour la constitution des différents mondes, mais aussi de la manipulation du matériel génétique des habitants des différentes planètes. Alors, il parle des co-créations dans un plan plus large, qui ce serait vraiment dans la création des planètes, et co-création dans un plan plus petit qui a un rapport avec le développement de la biologie des êtres. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'il dit les intelligences divines agréées au Seigneur suprême. Alors, ce serait qui ces intelligences divines?
Ça serait aussi des êtres qui sont extérieurs aux planètes, puisqu'ils sont en train de construire les planètes. Alors, des extraterrestres pour nous, mais des extras, je ne sais pas quoi, des autres planètes. Et c'est intéressant aussi parce qu'il dit que ces êtres-là seraient les grands dévas de la théologie hindoue ou les archanges de plusieurs temples religieux. Alors, c'est intéressant de voir que les religions, même sans avoir la conscience ou la connaissance de ce qui se passe dans l'univers, représentaient ces, ces personnages, ces intelligences, ces esprits d'une certaine façon. Alors, comment ça se fait qu'ils avaient la connaissance de ces êtres-là? Co-création dans un plan plus petit, alors ça parle les intelligences humaines qui sont avec nous. Ce serait qui ces intelligences humaines? Alors, ils puisent aussi dans le fluide cosmique qui est en circulation permanente dans l'univers pour la co-création dans un plan plus petit, assimilant les corpuscules des matières à l'énergie spirituelle qui est à l'heure, formant ainsi les véhicules physio-psychosomatiques dans lesquels elles s'expriment, ou formant les civilisations qui composent dans les mondes l'humanité incarnée et l'humanité désincarnée. C'est un peu compliqué ce qu'ils disent, mais est-ce qu'on peut supposer qu'ils parlent aussi d'un mélange des gènes, peut-être? Parce que là, il parle ici d'humanité incarnée et humanité désincarnée. Est-ce qu'on pourrait se poser la question si cette co-création inclut des expériences génétiques sur les plans physiques, alors mélangeant des gènes des êtres des différentes planètes, soit avec l'objectif éthique d'aider leur évolution ou simplement pour la commodité contraire à l'éthique de certaines civilisations. Par exemple, sont venus sur Terre puis avaient besoin que les êtres d'ici fassent un travail quelconque pour eux. Puis on n'avait pas la capacité de le faire et puis on manipulait nos gènes pour créer des humains qui puissent répondre à leurs besoins. Est-ce que ça serait possible? C'est sûr que là, ça serait vraiment pour leur but personnel, mais indirectement, ça contribuerait à notre évolution. Si on retourne dans les livres Évolution dans deux mondes, pour voir qu'est-ce qu'il y a à ces sujets-là, on parle des phénomènes explicables. Alors on dit, dans les mêmes principes de soumission des cellules à un stimulus nerveux, et que l'expérience des transplantations des tissus embryonnaires entre eux, avec quelques jours de formation, peut offrir des résultats surprenants, puisque les cellules orientées dans une certaine direction, greffées sur d'autres tissus en vivo, parviennent à générer des organes supplémentaires, un régime de monstruosité, obéissant à des déterminations spécialisées, résultant des ordres d'origine magnétique qui saturaient ces mêmes cellules. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Transplantation des tissus embryonnaires, ça c'est la manipulation génétique. Greffer sur d'autres tissus in vivo. Et alors, ça peut sembler... Oui, Martine? C'est pas nécessairement génétique, là. Moi, dans mon cours, quand j'ai fait mes études en biologie, j'avais un cours d'embryologie, justement. Puis on a fait des expériences avec des salamandres. Puis tu prends un œuf, puis il y a des régions, puis si les cellules ont déjà reçu le signal de devenir un œil, puis on découpait cette région-là, puis on la transplantait sur une autre région. Ben, la salamandre, en grandissant, en continuant à se développer, elle avait un œil supplémentaire sur le ventre, par exemple. Ah, voilà. Et cet œil-là ne fonctionnait pas parce que le nerf optique, lui, n'avait pas réussi à prendre au cerveau. Ah, c'est intéressant. Mais c'est ça, mais ça fait penser parce que là, ici, il est en train de parler du développement de la race humaine. Alors, c'est intéressant de penser dans des temps très lointains, qui aurait fait ça? Peu importe qu'est-ce qui était dans ces expériences-là, qui aurait fait ces expériences-là? Ce n'était pas l'homme des cavernes qui faisait ça. Alors, on pourrait peut-être supposer que des races extraterrestres sont venues faire ces expériences-là. Il y a un autre point qui parle
du fait que les principes intelligents souffrent dans les plans terrestres et extraterrestres des expériences qui vont lui fournir l'automatisme physiologique. Il y en a un autre point aussi qui parle du sauvage désincarné. Alors, l'homme des cavernes, dans les mondes des esprits, dit: les spectacles de l'immensité cosmique dérangent son regard et la visite d'êtres extraterrestres, même bienveillants et sages, lui souffle la terreur, se croyant devant des bons ou mauvais dieux, dont la nature il fantasme lui-même dans la petitesse de ses propres conceptions. Alors voilà, ici, ça mentionne des êtres extraterrestres qui seraient vus dans la 4e dimension. C'est quand même intéressant cette remarque-là. Encore dans l'évolution dans 2 mondes, particularité de la réincarnation, ça dit que des esprits catégoriquement supérieurs, presque toujours en relation subtile avec l'esprit maternel qui les offre un abri, peuvent former pour eux-mêmes et souvent avec la collaboration des instructeurs de la vie supérieure, les corps dans lesquels ils poursuivront les futures expériences, interférant sur les essences chromosomiques en vue des tâches qu'ils doivent accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, esprit catégoriquement supérieur, est-ce qu'on peut parler de Jésus et d'autres qui sont venus sur Terre? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'ils seraient formés et peuvent participer à la formation du corps qu'ils vont habiter pour que ces corps puissent servir aux tâches qu'ils vont avoir sur Terre. Alors, interférence sur les essences chromosomiques, est-ce qu'il y aurait alors eu une manipulation des gènes du corps de Jésus pour qu'il puisse incarner? Dans des œuvres spirites, il y a la mention que Jésus a pris 1000 ans pour incarner sur Terre. La préparation a duré 1000 ans. Alors moi, personnellement, j'ai toujours vu ça comme plus une préparation dans les mondes spirituels. Mais en voyant ça, je me demande, est-ce que cette préparation aurait eu lieu peut-être plus tôt ou peut-être aussi dans les mondes matériels? Est-ce qu'il y aurait eu une préparation de plusieurs générations d'êtres humains, manipulation des gènes, combination des gènes pour qu'ils puissent avoir un corps suffisamment fort pour recevoir l'être supérieur qui était Jésus? Il y a une partie qui parle aussi des responsabilités et consciences. Alors, ça dit que les intelligences divines, jusqu'à l'ère paléolithique, les intelligences divines sont intervenues pour structurer les véhicules physiques. Alors ici, ça confirme. C'est qui les intelligences divines? Mais des êtres qu'on peut supposer que seraient d'autres planètes avec des êtres, parce qu'il n'y en avait pas encore des esprits très, très développés ici. Qui sont intervenus pour structurer les véhicules physiques des habitants de la Terre. Et là, ça parle encore des exilés, des capellas. Alors, une grande masse d'esprits illustres, mais déchus d'un autre système cosmique, est né à nouveau dans les troncs généalogiques des tribus terrestres, comme une greffe revitalisante. La race adamique a été ainsi constituée. Alors, ça serait là ce qu'on parle d'Adam déchu du paradis, ce serait ça, c'est des êtres qui sont venus d'une autre planète plus évoluée, ici sur Terre. Si on sort du spiritisme, plusieurs textes religieux anciens mentionnent également une possibilité d'interférence extraterrestre dans la biologie humaine. On a ici différents types d'êtres humains sur Terre qui sont très différents entre eux. On peut supposer quel type d'influence physique ils ont reçu pour être si différents. Les Vieux Testaments, ici c'est en portugais, mais il y a la traduction en bas, les Vieux Testaments citent l'hybridisation sur certains passages. Alors ici, une figure de David et Goliath, Goliath étant un géant. Alors ça dit, des anges sont descendus dans des appareils bruyants, s'unissant aux femmes de la terre et générant les géants. Alors, ce serait quoi des appareils bruyants? Est-ce que ce serait peut-être des soucoupes volantes? Il y a aussi plusieurs autres ouvrages qui mentionnent des géants et les mélanges entre Dieu et humain. Alors, dans le livre d'Enoch, qui fait partie de la Bible aussi, c'est écrit que 200 fils des dieux sont descendus sur la terre, générant avec les filles des hommes 200 enfants. Il y a l'apocryphe de Baruch,
où il y a un recensement des 4 090 000 géants, fils des dieux. Ézéchiel aussi, dans l'épopée des Gilgamesh, mentionne les géants et plusieurs mythes grecs, sumériens et amérindiens. Oups, je vais passer trop loin. Alors, il y a aussi le livre Légendes aztèques, Inca et Maya de Walter Kriekeberg, qui raconte que quand les géants se sont réunis encore une fois, un feu horrible a tombé des cieux. Dans la Bible, Samuel parle beaucoup des géants. Dans l'Ancien Testament, il mentionne que ceux qui avaient 6 doigts, c'était des fils des géants. On a encore des personnes sur Terre qui sont nées avec 6 doigts et qui font une opération pour enlever le 6e doigt. Des fois, non. Des fois, souvent, c'est un orteil de plus. Les Amérindiens nord-américains et aztèques racontaient aussi à propos des jaguars très rapides qui sont venus du ciel et ont interféré dans une bataille entre humains et géants. Ce serait quoi ces jaguars très rapides qui sont venus du ciel? Sinon des extraterrestres peut-être? Je vais juste bouger ça. Alors, dans le parchemin des Lamech du père des Noé, il parlait du fait que les métissages amenaient plusieurs problèmes d'ordre moral. Et dans la Genèse, ça dit les Néphilim, qui étaient les géants, étaient les fils de la relation sexuelle entre les fils des dieux et les filles des hommes. Il y a aussi les tables sumériennes, les Numa Elish, qui ont eu différentes traductions. Une des traductions par Zecharia Sitchin, il y en a d'entre vous peut-être qui connaissez ses œuvres. Alors, selon cette traduction-là, il dit que des peuples extraterrestres sont venus sur Terre, du fameux planète Nibiru. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais ça se parle beaucoup de ça sur Internet. Mais alors, leur planète avait passé par des problématiques peut-être similaires à ce qu'on passe avec le réchauffement climatique ici sur Terre. Mais pour leur planète, selon les recherches de leurs scientifiques, ils ont découvert que s'ils pulvérisaient de l'or sur leur atmosphère, ça pouvait empêcher la problématique qui arrivait sur la planète. Alors, ils se promenaient sur plusieurs planètes en cherchant de l'or. Et comme ça, ils sont venus sur Terre quand l'orbite de leur planète s'est approchée de notre planète. Et en arrivant ici, ils ont commencé à chercher de l'or, mais c'est sûr que c'était un travail quand même assez pénible. Alors, ils ont voulu que les êtres qui vivaient ici travaillent pour eux, mais ces êtres-là étaient encore très peu développés. Alors, ils ont fait des expériences génétiques en mélangeant leurs gènes avec les êtres humains d'ici pour qu'ils soient plus évolués. Et à ce moment-là, ils sont devenus comme des esclaves pour eux, pour travailler dans les mines d'or. Alors, ça, c'est des représentations des dieux sumériens, oui, avec des ailes et dans un cercle. Ça serait quoi ces cercles? Peut-être des vaisseaux desquels ils sont venus sur Terre. Il y a quelqu'un qui est décédé cette année en mars, Credo Mutwa. Vous pouvez le rechercher sur Internet. C'était un des derniers chamans du peuple Zoulou en Afrique du Sud. Et il parle lui aussi du métissage des peuples africains avec extraterrestres à la même époque où on dit que les civilisations du monde ont eu leur origine en Afrique. Alors, il vient confirmer un peu ce qu'il dit, la traduction de Zecharia Sitchin des tables sumériennes. Alors, il raconte la même chose qu'il venait pour les mines d'or. Alors, ils ont fait des mélanges avec les peuples de l'époque pour créer des esclaves. Alors, il confirme le fait que la race noire a donné naissance à toutes les autres races avec les métissages avec les extraterrestres. En Afrique du Sud, on rencontre des ruines dont on n'entend pas beaucoup parler, mais ça couvre un territoire très vaste. Ici, c'est juste une petite partie. C'est des ruines très étranges qui sont très hautes. Ils ont comme 3 mètres au moins le mur. Il n'y a pas vraiment des portes.
Alors, comment ils faisaient pour entrer? Ça serait vers quoi, ces ruines-là? Alors, selon Credo Mutwa, c'était créé par ces extraterrestres-là. Puis, les formes étranges, pour ceux qui étudient la géométrie sacrée, on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup de géométrie sacrée là-dedans. Il y a des liens avec les points cardinaux. Dans la même région, on trouve ce qui a été appelé les calendriers d'Adam, après la traduction des Zecharia Sitchin, qui parlait des tables sumériennes, qui parlait des Anunnaki, qui seraient ces peuples extraterrestres. Alors, cette structure, ici, ça dit que ça date des 11 500 avant Jésus-Christ, mais il y a des études qui disent qu'il serait plutôt entre 75 et 300 à 400 000 ans. Et ça serait les structures la plus ancienne sur Terre. Même plus ancienne que Stonehenge, la pyramide des Gizeh. Et sur cette structure, on voit plusieurs alignements avec les points cardinaux, mais aussi des alignements astronomiques. Alors, qui aurait pu faire ça dans cette époque-là? Sûrement pas les hommes des cavernes. Si on regarde d'autres registres sur l'histoire de la Terre, de la préhistoire jusqu'aux années 1800 à peu près, il y en a plusieurs. Vous pouvez chercher sur ces points-là sur Internet aussi. Il y a d'abord l'empreinte des Meister en Antelope Springs qui aurait entre 440 et 220 millions d'années. Alors, si on regarde, c'est quoi ça ici? C'est des traces, des pas d'une personne avec des souliers, chose qui n'existait pas à cette époque-là. Et si on regarde ici, ces souliers-là ont marché sur quelque chose, ils ont tué quelque chose. C'était un petit animal qui est augmenté ici. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à dater cette empreinte. Oups. Il y a aussi les marteaux des Kingudi en Écosse qui auraient entre 416 et 359 millions d'années. C'est dans une époque où l'homme primitif, je ne sais pas, c'était déjà descendu même des arbres. Il y a aussi la pile de Bagdad qui aurait à peu près 2000 ans. Alors, qui aurait besoin d'une pile à ces moments-là? Ça a l'air qu'elle fonctionne encore si on met comme du jus d'orange dedans, un jus de raisin, ça peut fonctionner. Il y a les disques Dropa qui auraient entre 12 et 10 000 ans. Selon les légendes, ce seraient des vaisseaux extraterrestres qui ont tombé sur Terre et qui n'ont pas réussi à sortir d'ici. Et qui, après plusieurs difficultés qu'ils ont eues avec la population locale, ils auraient trouvé refuge à l'intérieur de la Terre. Ils vivraient encore. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ces disques-là sont faits d'un matériel qui existe. Karen, on t'entend plus. Karen, ça coupe beaucoup, 17 000 ans, des peintures rupestres dans une caverne en France. Regardez ici à côté des chevaux, des animaux et tout, qu'est-ce qui monte? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des corrélations avec les habitants, avec la façon qu'ils avaient de se vêtir. C'est vraiment comme des êtres qui sont apparus pour eux de cette façon-là. Il y en a partout au monde des choses comme ça. Aux États-Unis, en Arkansas, ce qu'on appelle des flying rocks. Alors, on voit ici comme des représentations des êtres avec des choses sur les ciels qui ont l'air comme des machines. La province de Rio Negro en Argentine, la même chose. Un être enveloppé par quelque chose avec des ronds au ciel. Au Mexique, des êtres qui adorent les soleils qui descendent. En Italie, il y a 10 000 ans, des êtres qui ont comme des espèces de vêtements, comme s'ils étaient à l'intérieur d'un vêtement un vêtement pour un voyage dans l'espace. Si on regarde en Égypte, il y a 3500 ans, ça c'est les temples de Séti. Regardez, ça, il y a une colonne. L'image qui est ici, elle se trouve à haut.
Et regardez qu'est-ce qu'on voit. C'est quand même des choses très étranges pour l'époque. Ça a l'air des machines. Ici, ça ressemble à un hélicoptère, un sous-marin, un avion, un drone. Je sais pas, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'était ça? Si on regarde plus proche de nous, 1486, ça c'est des tableaux. Alors, ça peut être une lumière qui symbolise Dieu, et c'est l'Annonciation, mais en même temps, c'est un drôle de forme qui ressemble drôlement à une soucoupe volante. Même chose, baptême de Christ, en 1710. Regardez aussi la forme comme si c'était un engin mécanique. Madonna, ça c'est la Vierge avec Jésus, un ange. Alors, en 1466, 1530 à peu près. Si vous regardez ici dans le coin, quelque chose qu'on ne remarque même pas trop quand on regarde les tableaux, mais si on agrandit, regardez c'est quoi cette chose dans les ciels. Ça a l'air quand même très étrange. Et quelqu'un avec son chien qui regarde. Est-ce que ce serait un soucoupe volante? La célébration de l'Eucharistie des Salimeni, c'est étrangement semblable à un satellite russe Sputnik qui a été lancé en 1957. C'est sûr que ça, c'est après, alors ils ont pu juste copier ça, mais c'est quand même étrange si on pense. Ça a l'air d'un engin métallique, non? Ça serait quoi à cette époque-là, les 16e siècle? Il n'y en avait pas des objets comme ça qui existaient. Ici, des images qui ne sont pas très claires, mais c'est juste des exemples. Il y en a d'autres qui existent, mais ici, les 10 commandements. En même temps, on voit des petits objets étranges sur les ciels. Est-ce que les 10 commandements auraient été reçus par Moïse, des êtres qui sont venus d'ailleurs? L'Assomption de la Vierge par un auteur inconnu. Aussi, ici, ça ressemble à des nuages, mais si on regarde bien la forme, est-ce que ça pourrait être des soucoupes volantes? Là, on tire très loin la chose, mais je ne sais pas. C'est juste en regardant comme ça, on peut des fois se poser des questions. Une autre tapisserie française du 15e siècle, regardez ici, c'est une espèce de chapeau volant. C'est quoi cette affaire dans les ciels? Une autre illustration en 1338, aussi un étrange objet sur les ciels, avec des nuages qui semblent avoir une espèce d'énergie qui leur fait monter. Les nuages ne sont pas nécessairement comme ça. Une monnaie française du 17e siècle qui commémore les jours où le soleil s'est promené à Paris. Ce serait quoi les jours où le soleil s'est promené à Paris? Si on regarde ici, on voit la ville, puis regardez la représentation du soleil. C'est un peu étrange, comme si c'était une soucoupe encore. Si on va dans d'autres civilisations, il y en a plusieurs, ou encore, ça c'est juste un exemple, mais en Inde, il y a plusieurs représentations des objets volants, des machines volantes, dans une époque où il n'existait pas des choses comme ça. La représentation qu'ils ont de leurs dieux, c'est aussi des géants, à côté des humains qui sont très petits, et aussi toujours sur des choses qui volent. En tout cas, c'est des exemples qui peuvent nous faire réfléchir. Lors de la révolution industrielle jusqu'au 18e siècle, il y en a eu beaucoup. À cette époque-là, c'était plutôt la religion qui dominait la société, mais à partir de cette époque, c'était la science qui a dominé. Là, il n'y a plus des signes d'observation, ni des dessins. On ne sait pas ce qui n'était pas là, ou c'est juste parce qu'on ne regardait pas, ou on ne les admettait pas, on ne sait pas. Mais c'était comme ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand la bombe atomique était utilisée. À partir de ces moments-là, on a commencé à voir à nouveau des soucoupes volantes. Puis, on a commencé à voir des histoires de personnes qui étaient enlevées, des contacts, de plus en plus au fil des années. Plusieurs études ont été faites sur ces sujets, plusieurs avec l'utilisation de l'hypnose. Il y a un matériel très divers, très vaste de plusieurs auteurs à ces sujets, mais j'ai pris ici Jung, qui est un des plus connus. Alors, lui, en 1858, dans les livres Un mythe moderne, il a déclaré que les contactés et les enlevés sont des pionniers
dans certaines expériences qui apporteront à l'humanité une vision nouvelle et plus globale de la réalité. De nos jours, nous avons de plus en plus de nouvelles que les extraterrestres communiquent par différents canaux avec les habitants de la Terre, sur tous les continents et pays, indépendamment des croyances religieuses des personnes. Alors, c'est un événement global. C'est vraiment la majorité des communications, on parle beaucoup d'ascension. Vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est très présent dans les plusieurs années sur Internet. Si on regarde, ça prend une forme différente de laquelle on parle dans le spiritisme, mais si on regarde les fonds, c'est la même chose que la transition planétaire, la transition vers un monde des régénérations. Là, avec la connaissance spirituelle que nous avons dans le spiritisme, comment on réagit à ça? Est-ce qu'on est ouvert à l'examen de ces faits, soit qui se produisent à l'intérieur ou à l'extérieur du spiritisme? Dans la Genèse, retournant dans les signes des temps, quand Allan Kardec parle de la rentrée de la Terre dans la transition vers le monde des régénérations, il parle des nouvelles générations. Et il dit que c'est la fraternité qui va établir le nouvel ordre social. Mais il dit que cette fraternité ne pourra pas être sur la base d'une foi qui est dogmatique. Alors, il dit que ce serait vraiment une foi qui est basée surtout sur des critères universels comme Dieu, l'âme, l'avenir, le progrès indéfini de l'individu, la perpétuité des relations entre les êtres. Alors, il dit quand les hommes seront convaincus que Dieu est le même pour tous, que c'est Dieu souverainement juste et bon, ne peut vouloir rien d'injuste, que le mal vient des hommes et non de lui, tous se considéreront comme des enfants du même Père et s'étendront la main les uns aux autres. Alors, j'ai mis ça là parce que tous ces points-là peuvent amener beaucoup des vues différentes, des points de vue qui sont contradictoires. Mais dans le fond, la question n'est pas qui dit vrai ou qui a raison. C'est plutôt, est-ce qu'on a une ouverture vers d'autres personnes qui peuvent penser différent de nous et qui peuvent amener des points différents? Est-ce qu'on est au moins prêt à examiner ça pour voir qu'est-ce que ça peut dire? Puis peut-être qu'on va se rendre compte à la fin que nous sommes tous en train de parler de la même chose, avec des mots différents, avec des façons différentes. Est-ce que c'est une mystification ou c'est une vérité? Alors, la communication des esprits comme celle que j'ai trouvée au Brésil. Alors, comme par rapport à l'existence des esprits, pour ceux qui n'ont aucune connaissance sur les sujets, on peut avoir peur, on peut se méfier, ou au contraire, on peut avoir une confiance indue à des communications malveillantes ou fausses, parce qu'on voit des gens qui n'étudient pas sur l'existence des esprits. Ils peuvent penser que toute communication d'esprit est vraie, ils peuvent se laisser vraiment porter à l'erreur. Alors, on peut éliminer toutes ces choses sans examiner parce qu'elles sont étranges, par peur d'être trompé, par la mystification. Mais si on regarde l'universalité des faits, et avec le même esprit que Kardec a enquêté sur les réalités spirituelles, pourquoi on ne fait pas la même chose? Si on regarde dans l'espiritisme, on a suffisamment de matériel et d'outils pour être mieux d'analyser ce qu'on trouve à ces sujets. Il y a un grand nombre d'ouvrages très variés. La manière On t'entend mal, Karen. Ça coupe. Karen? Karen, ça coupe, on t'entend pas. Peut-être qu'elle ne nous entend pas, elle non plus. Ouais, c'est ça. On va y envoyer un chat. Tu l'envoies? Oui. Un petit peu. Karen. Comment je fais? Ah oui, OK. Désolée encore, c'est ma connexion Internet qui est instable. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. OK. Je vais juste revenir à la présentation. Je suis à la fin. Alors, c'est ça. Avec les matériels qu'on a, on a suffisamment de matériel dans l'espiritisme pour être capable d'analyser ça sans avoir peur d'être mystifié. On peut l'analyser de façon objective. On peut arriver à la conclusion que tout ça, c'est de la foutaise.
désolée pour le mot, mais on peut trouver que c'est pas bon du tout, mais on doit au moins les examiner parce que, oups, si on les examine pas, comment est-ce qu'on peut arriver à une conclusion quelconque? Là, ici, je cite quelques exemples qu'on trouve au Brésil. Monica de Medeiros, c'est une médium, c'est la médium que j'avais trouvée, que j'ai suivie. Alors, elle incorpore plusieurs esprits en ligne, même l'extraterrestre. Il y en a Robson Pinheiros aussi, qui a une plateforme qui s'appelle Guardiões da Humanidade, ça veut dire gardien de l'humanité. Il parle beaucoup de ça aussi. Il y a un matériel très intéressant. Il y a un autre qui s'appelle Les Cercles, qui avait fait le film La date limite. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'est un film qui parle du fait que justement, si on arrivait en juillet 2019 sans avoir une troisième guerre mondiale, plusieurs nouvelles possibilités s'ouvraient à nous, dont possiblement la communication avec des extraterrestres. Il y a d'autres exemples à l'étranger. Je ne sais pas si vous connaissez Cryon, c'est aux États-Unis. C'est un extraterrestre qui communique à travers différents médiums aussi. En tout cas, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire la recherche. Alors, Kardec qui nous a dit qu'à l'avenir, d'autres choses compléteraient l'espiritisme. On trouve ceci dans les œuvres posthumes, où il parle aussi de façons de protéger l'espiritisme des nouveautés qui ne seraient pas vraiment des vraies choses. Alors, je vous invite à lire ça. Alors, sans faire l'erreur d'admettre comme des vérités des choses qui n'ont pas été prouvées. Bon, c'est ça les buts dans cette conférence. Nous pouvons et devons les analyser sans préjugés, car pour pouvoir les prouver, il faut les examiner. Puis là, ici, je cite un texte de la revue Spirit dans un article qui parlait de Jupiter en 1858. Ça dit « La seule chose étonnante est que vous ne compreniez pas les choses pour lesquelles vos sens n'ont pas été faits. Mais à mesure que vous avancerez dans la science, vous les comprendrez mieux par la pensée et celles-ci cesseront de vous paraître extraordinaires. Ce n'est pas loin les moments où vous recevrez sur ces points des éclaircissements plus complets. » Alors, nous vivons sur Terre, mais aussi dans l'univers. Si on voit la signification du mot univers en latin, il y a plusieurs interprétations, mais ça peut vouloir dire tous ensemble, allant de l'un à l'autre, allant dans les mêmes sens, unis dans un but commun, unité dans la diversité, un et tout ce qui l'entoure. Alors, ayant vu que nous sommes aussi des extraterrestres, peut-être des extraterrestres, en tout ou en partie qui soit, parce qu'on est venu d'une autre planète en esprit et on passe une partie de notre évolution ici, ou parce que notre ADN est mélangé avec des extraterrestres, on ne sait pas. Est-ce qu'étudier les extraterrestres ne serait pas la même chose qu'étudier l'espiritisme et vice-versa? Pourquoi est-ce qu'il y aurait tant de contenu à ces sujets dans l'espiritisme si ce n'est pas pour nous montrer notre nature universelle? Rien de ce que nous avons vu ne nous montre que cette question est contraire au spiritisme. Alors, nous avons plusieurs parties de la vérité, mais c'est à nous de les unir pour mieux comprendre qui nous sommes. Alors, le mouvement spirit n'échappe pas à la division actuelle en polarité dans le monde, parce que dans l'espiritisme, il y a des gens qui acceptent ça, d'autres que non. Mais nous pouvons surmonter les différences avec une ouverture, une analyse sincère, non étayée par des opinions personnelles ou des préjugés. Dans l'œuvre posthume, Kardec dit « Les principes progressistes que l'espiritisme a inscrits dans son code sauvegardera sa perpétuité et son unité sera maintenue précisément parce qu'elle ne repose pas sur les principes d'immobilité. » Alors pourquoi alors ce serait important de réfléchir à cette question, à chacun de voir soi-même? Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, étant donné tout ce qu'on voit, et j'ai ça personnellement, que ça fait partie de qui nous sommes et complète des questions essentielles à notre évolution et au développement de notre conscience. Et je pense qu'avec les connaissances que nous avons à Spirit, on doit participer à ces dialogues justement parce qu'on a beaucoup à apporter à ça. Et je crois que c'est le temps d'unir nos forces dans la fraternité et non de nous diviser. Parce que c'est ça justement, l'affaire des ténèbres, nous diviser dans des choses différentes. Puis ultimement, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à explorer tant dans l'univers, tant dans les œuvres spirites, comme en relation à nous-mêmes,
et aux nouvelles réalités que nous pouvons connaître au fur et à mesure que nous avançons dans la transition planétaire. Alors ici, un être humain ou un extraterrestre, je ne sais pas, mais nous, face à l'univers. Alors c'est ça, c'était mon grain de sel. Je sais que c'est un sujet polémique, alors je pense que c'est un peu tard aussi. Je ne sais pas si vous avez le temps pour qu'on en discute.